dans le Nyon-Ekele, nous n'avons gagné que 5 communes. Les 5 autres communes sont gagnées par le parti au pouvoir. Précision très importante. Nous avons gagné 5 communes, en effet, oui. Eux, ils ont gagné 5 communes, mais dans une de ces communes, nous avons le partage, comme on dit. Des conseillers. Donc, le nombre de conseillers qui faisait la différence était de 3. Ça, c'est le détail que beaucoup de gens n'ont pas. Mais c'est exactement le nombre d'enfants de la perdition. Ils ont fait leur job. Ils ont quand même réussi à entraîner dans leur départ quelques autres conseillers, dont certains sont d'ailleurs passés aux aveux par la suite. Il y en a une, par exemple, dans une commune qui nous a dit « J'avais un souci pour payer les études de mon enfant, on m'a donné l'argent, moi on m'a promis qu'on me ferait gagner des marchés. » Ils ont été corrompus. C'est le mot que vous prononcez, vous l'avez dit. D'autres qui nous disent on m'avait promis un marché, quand ça se gâte là-bas, hein, c'est-à-dire on lui a promis un marché de je ne sais quoi et puis finalement il ne l'a pas, et il revient faire amende honorable en disant ben voilà, il m'avait promis ceci, c'est pour ça que je l'avais fait. Mais tout cela, M. Obama, vraiment c'est officiellement du parti, parce qu'on a vu certains qui ont été reçus par un ministre de la République et qui se prévalaient encore du titre de membre du PCRN. Ben écoutez, moi j'ai vu des documents qui ont circulé où ces gens-là signaient bel et bien anciens militants PCRN. D'accord. Votre groupe a été infiltré, notamment les conseils municipaux, 3 d'entre eux que vous appelez des fils en perdition. Est-ce que les parlementaires PCRN sont soudés? Si je pose la question, c'est parce qu'il y a une rumeur qui a circulé récemment à l'occasion de l'ouverture de la session de mars. On a eu dire que quelques manigances ont été orchestrées pour que vous soyez remplacé au bureau de l'Assemblée par un des vôtres. Est-ce que c'est vrai? Alors, excusez-moi, je ne suis absolument pas au courant de ce... Vous me demandez est-ce que c'est vrai? Je ne saurais vous le dire, parce que les manigances, je ne sais pas où elles se passent. Donc, je vous prierai de vous n'avez même pas entendu parler d'un probable remplacement de l'honorable Cabral Libye? Je l'ai vu circuler dans les réseaux sociaux. Bon, moi, je l'ai vu circuler dans les réseaux sociaux. Vous parlez de manigances, moi, je vous sais très informé. Et, en tant que journaliste politique, vous savez très bien comment vous trouvez vos informations. Mais moi, en ce qui me concerne, souffrez que je sois plus proche du peuple, que je sois plus au fait des problèmes du peuple. Demandez-moi là maintenant de vous parler de la route, la nationale qui sépare Gaoundéré de Tignière, où récemment nous avons fait un tonneau et certains de nos camarades ont failli perdre la vie. Je vous dirai que je sais ce qu'endurent les populations de Tignière et m'ont d'ailleurs mandaté d'en faire cas à l'Assemblée nationale. Ça, je pourrais vous le dire. Et vous comprenez que lorsque je suis à Galim-Tignière là-bas, que je ne puisse pas en même temps être proche des cabinets feutrés de Yaoundé où se font ce type de manigances dont vous parlez. Donc, très honnêtement, je ne saurais vous en dire plus. Mais jusqu'ici... Qu'est-ce que vous avez lu? Jusqu'ici, dans le parti politique que je dirige, qui est le PCRN, je vois des députés qui me respectent, qui me sont loyaux. Maintenant, si certains d'entre eux, derrière le sourire qu'ils affichent et le respect qu'ils me donnent, se retrouvent dans des manigances, prière lorsque vous aurez des informations plus précises, M. Ernest Obama, de m'en faire part. Est-ce que c'est difficile de mener des enquêtes quand on est parlementaire? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les enquêtes, par exemple, parlementaires que vous menez? Généralement, c'est l'accès à l'information. C'est l'accès à l'information. On vous ferme la porte? De toute façon, globalement, au Cameroun, l'information n'est pas toujours disponible. Au Cameroun. Et lorsqu'elle est disponible, parfois elle est fausse. Donc il y a un certain nombre de choses que nous relayons, certaines causes que nous portons, simplement parce que certaines informations nous sont données, en tout cas informations authentiques, par les hommes et les femmes qui les détiennent. Et vous vous êtes sans doute rendu compte, tout à l'heure en évoquant d'ailleurs la tonalité du travail qui est le nôtre à l'Assemblée nationale. Vous savez, nous parlons, et ça va vous surprendre, aussi osé et courageux, je vous parle là des termes que j'entends souvent sur le terrain, que vous puissiez nous trouver, nous ne parlons pas de tout. Nous ne disons pas tout. Parce que l'objectif pour nous n'est pas de ridiculiser les membres du gouvernement, justement. Mais parfois on a l'objectif pour nous n'est même pas de les embarrasser. Mais c'est simplement de défendre les Camerounais, de porter au mieux
les problèmes des Camerounais, de mettre au mieux en évidence la réalité de ce que vivent les Camerounais. C'est ça qui compte pour nous. Et nous savons toujours nous arrêter lorsque cet objectif est atteint, et jamais nous ne franchissons la ligne qui va verser vers l'humiliation et le ridicule. Mais, monsieur le président du PCRN, quand vous bloquez l'estrade ou le micro pendant une séance, une plénière, ça c'est vous ridiculisez au moins. On a vu un Premier ministre qui a été ridiculisé à l'Assemblée de votre fait. Alors le regard que vous avez posé sur cette séquence, je le trouve excessif. Et même, excusez-moi, plutôt partial. Mais bon, pas partial. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Moi, je représente le peuple. L'impression qu'on a eue. Et vous êtes journaliste. Oui. Oui, mais c'est même une impression peut être partiale. Parce que ce qu'il faut regarder dans cette séquence, c'est la violation de la loi. Monsieur Ernest Obama, c'est la violation de la loi. Vous n'avez même pas idée du volume d'une loi de finances. Vous n'en avez pas idée. La preuve, on ne les donne même plus sur support papier. Toutes les fins d'année, nous les recevons sur tablette, donc en numérique. Comment peut-on vous donner des milliers de pages à lire 2 jours avant le début du travail en commission? Parce que selon le règlement intérieur, lorsque la commission a commencé à travailler, elle ne reçoit même plus les amendements. Mais ce n'est pas possible. Et vous pensez que la meilleure manière de montrer votre mécontentement, c'est bloquer... Mais si on pouvait même faire plus que ça, on l'aurait fait. Mais c'est donc ridiculiser les membres du gouvernement. Absolument pas. C'est pour les interpeller au mieux. Que vous violez la loi. Non seulement vous violez la loi, impunément, mais en plus, vous mettez les parlementaires en incapacité de jouer leur rôle de représentation. Parce que lorsque nous recevons un projet de loi de finances, il est question que nous prenions le temps pour nous assurer que les projections budgétaires, donc de l'emploi de la ressource publique, répondent aux attentes des gens que nous représentons. Mais lorsqu'on nous impose, j'allais dire un travail bâclé, mais on ne nous impose même pas un travail bâclé. On nous empêche tout simplement de travailler et de voter une loi que nous ne connaissons pas. Après, nous sommes comptables des augmentations fantaisistes. Bon, bref, écoutez, j'espère en tout cas, nous avons décidé dans cette séquence de passer un message. J'espère de tout cœur que le message a été passé. D'accord. Alors, est-ce que le président du PCRN, l'honorable Cabral Libye, est certain d'être candidat à l'élection présidentielle à venir? Mais, très honnêtement, que vous posiez la question, c'est comme si vous aviez une information. J'ai pas d'information, je vous pose la question. Penser du contraire, mais l'incertitude autour de ma candidature est davantage liée à une mutualisation. Donc, si, comme les Camerounais le souhaitent, et moi-même d'ailleurs je le souhaite, je me retrouvais dans une dynamique mutualisée de candidat à l'élection présidentielle, et que le choix ultime n'était pas porté sur ma personne, je serais donc en ce moment-là dans la posture de soutien à celui qui aura été choisi. Ce n'est que dans cette hypothèse que vous pouvez invoquer l'incertitude éventuelle de ma candidature. Mais du point de vue juridique, s'il fallait que je sois candidat du PCRN à l'élection présidentielle, ce serait simplement une décision du bureau politique conformément au statut du PCRN. Et il n'y a pas autre chose ou une autre menace qui pourrait, au jour d'aujourd'hui, m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que le tourbillon judiciaire autour du leadership autour du PCRN est évacué? C'est terminé? Vous êtes président? Non. Bon, enfin, quand on parle de tourbillon, on fait allusion aux eaux troublées. Ben oui. Mais parce que il y avait... Les eaux judiciaires, oui, sur la question du PCRN sont d'une clarté. Nous avons 4 décisions de justice à notre actif. Cela ne vous a sans doute pas échappé. Lorsque par 4 fois, vous êtes allé devant le juge et que vous avez eu raison, on ne parle plus de tourbillon. C'est d'une netteté, d'une clarté qui ne fait l'objet d'aucun doute. Puisqu'on parle des eaux judiciaires, qu'en est-il des eaux politiques? Quand un sous-préfet estime qu'il y aura des troubles à l'ordre public parce qu'il y, dans son esprit, il y a toujours un bicéphalisme au sein du PCRN, on pourrait, dans la réelle politique, se poser des questions sur ce qui pourrait advenir. Mais
ajouter simplement à votre propos que lorsque un sous-préfet voit du bicéphalisme quelque part, il s'est trouvé son préfet qui n'en a vu aucun et qui a levé son interdiction. ATP, la coalition ATP, où est-ce que vous en êtes? Alors, vous devriez poser la question à ceux qui en parlent le plus, parce qu'ils en ont fait parfois un sujet de surenchère. Mais pour faire simple, écoute, l'ATP est toujours en discussion et jusqu'ici il n'y a pas d'issue suffisamment. Enfin, vous n'y croyez plus alors quand on vous entend parler, vous en parlez avec peu de conviction? Non, c'est pas à moi qu'il faut dire que je ne crois plus. S'il y a une chose qui m'a toujours caractérisé, c'est la foi en ce que je fais. Pour arriver à une mutualisation, il faut y croire. Et il faut avoir de l'optimisme, il faut y travailler. Ce d'autant que c'est une mission qui nous est investie par le peuple camerounais. Si vous faites un sondage, beaucoup de Camerounais appellent les responsables politiques de l'opposition à se mettre ensemble. En tout cas, nous, au PCRN, nous sommes favorables à une transition refondatrice. L'ATP, c'est l'Alliance pour la transition. Nous sommes pour une transition refondatrice. L'idée peut paraître un peu lointaine pour certains. Vous avez sans doute suivi les actualités du Sénégal ces derniers temps, avec des déficits cachés, des dettes dissimulées, ainsi de suite, ainsi de suite. Si pour un pays comme le Sénégal, qui a pourtant joui d'une réputation d'exemplarité ces dernières années, on peut arriver à ce type de découverte, imaginez ce qui pourrait advenir d'un pays comme le nôtre qui est resté sous le magistère d'une même personne pendant des décennies. C'est pour cela que nous pensons qu'il est bien, il est souhaitable que le Cameroun connaisse un moment de transition pour qu'il y ait l'audit du pays, une discussion pour une nouvelle constitution, une discussion pour un nouveau code électoral, et derrière, après avoir réconcilié les Camerounais, on organiserait des élections équitables. Si cela ne peut pas être partagé par nos camarades de l'ATP, dans ce cas, nous ne comprenons plus exactement ce qu'on met dans la transition, si ce n'est pas une transition refondatrice. Ça devient donc une démarche de parade, mais bon, enfin, ça, vous échangerez là-dessus avec d'autres, et il ne nous restera plus qu'à construire une coalition autour d'une candidature, un peu comme celle du Sénégal. Vous direz que je prends beaucoup le Sénégal en exemple, la coalition Diomaye président. Alors, permettez-moi d'en dire un mot, parce que c'est une question, enfin, je veux dire, cette élection est chargée de beaucoup d'enseignements pour un pays comme le Cameroun. Le président Diomaye Faye a été élu au premier tour, dans un pays où il y a une élection à 2 tours. C'est déjà ça. Ça veut dire que même dans un pays comme le nôtre, il y a une élection à un seul tour, ben, on peut gagner avec ce seul tour. Mais beaucoup de gens oublient qu'il y avait 17 candidats à l'élection présidentielle du Sénégal, mais pas 17 figurants. Il y avait 3 anciens premiers ministres, dont le sortant qui était candidat. Il y avait 2 anciens maires de forte réputation, dont celui de Dakar et de Kaolack. Il y avait 2 députés, il y avait un ancien fonctionnaire du PNUD, il y avait un ancien directeur général des douanes, il y avait 3 chefs de département, professeurs titulaires d'université et j'en passe. Donc ce n'était pas des figurants. On peut même dire que c'était une bonne dizaine de poids lourds. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un seul gagne parmi les 17 et au premier tour? Ben, c'est la participation populaire. La participation au Sénégal a franchi les 80%. C'est la clé pour le Cameroun. C'est pour ça que depuis 2017, vous l'avez rappelé à l'entame de l'émission, nous avons parlé de 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits. Nous avons toujours pensé que la clé du changement au Cameroun, c'est la participation massive, là, le vote massif, donc inscription massive, vote massif, surveillance du vote, et c'est la clé. D'accord. Vous avez dit au cours d'un direct sur les réseaux sociaux qu'une mutualisation avec le professeur Maurice Kamto n'a pas marché, du moins il y a eu des rencontres et à la fin ça n'a pas marché. C'est vrai que sur le direct en question, j'ai pas eu le temps de suivre l'intégralité puisque nos téléspectateurs, certains ne sont pas au courant de cette actualité. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous ne vous êtes pas accordé avec le professeur Kamto? C'est inutile tout ça. Vous n'avez pas eu le temps de suivre ce direct, je l'avais expliqué. Si je vous prie d'accepter que demain je vous envoie le lien.
Même pas, c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui nous écoutent à Ezeka, à Essé, à Kailé. Pourquoi la coalition, une coalition... Soyez rassurés, j'y étais il n'y a pas longtemps, eux ils sont au courant. Ah, vous voulez pas parler? Vous faites partie, vous, de la minorité qui n'a pas bien suivi ce direct. C'est pour ça que je vous envoie le lien. Ne vous souciez vraiment pas pour ceux qui sont à KL et autres. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ah, vous voulez pas en parler? Mais non, pas que je ne veuille pas en parler, mais honnêtement, c'est une perte de temps. C'est du passé, tout ça. Ce qui me préoccupe maintenant, M. Ernest Obama... Est-ce qu'il est possible? Vous avez vu l'emphase, la passion avec laquelle j'ai posé la question. Je partage avec vous et ceux qui nous regardent à Kaélé, ce que j'ai l'intention de faire du Cameroun, si je suis élu par eux en octobre 2025, vraiment ces anecdotes du passé, souffrez que je n'en parle pas, surtout que lorsque ça concerne des concurrents. Je pense que ce soit ces concurrents ou moi, ce qui nous préoccupe maintenant, 7 mois de l'élection présidentielle, c'est de parler de ce que nous voulons faire du Cameroun. Est-ce qu'une coalition, est-ce qu'une négociation est encore possible aujourd'hui? Mais je viens de vous dire tout à l'heure que lorsque vous avez évoqué l'incertitude autour de ma candidature, je vous ai dit que la seule hypothèse par laquelle on pouvait invoquer l'incertitude de ma candidature à l'élection présidentielle, c'est la mutualisation. Je suis ouvert à tous les concurrents, à tous les Camerounais, à tous les responsables politiques pour une mutualisation. Et dans ce direct que j'ai fait, vous avez réussi quand même à m'en faire dire quelque chose, j'avais juste fait une petite précision, mais qui est très importante. C'est que dans une mutualisation, quelle qu'elle soit, quel que soit le profil de ceux avec lesquels, de ceux des acteurs politiques avec lesquels nous nous retrouverions, moi je n'accepterai pas de me mettre en soutien à une candidature qui, elle, aurait déjà été transfuge d'autres partis politiques, dont notamment le parti au pouvoir ou un transfuge du pouvoir. C'est cette précision que j'ai faite. Parce que vous avez dans l'espace politique... Un transfuge du pouvoir? Ben oui. Qui est transfuge du pouvoir? Parce qu'il y a plein d'acteurs politiques dans notre échiquier politique à nous, qui ont été dans l'opposition, ont été au pouvoir, sont repartis dans l'opposition. Ce sont des personnes extrêmement changeantes, dont on ne sait jamais lorsqu'elles vont décider de changer. Moi, je suis pour la constance, M. Ernest Obama. C'est le 4% comme tout? Tout à l'heure, vous avez évoqué mon parcours. Et vous avez sans doute noté une chose. Quoi qu'on dise, quoi qu'on invente, quoi qu'on alimente, s'il y a une chose qui me caractérise, M. Ernest Obama, c'est la constance, et même une deuxième, c'est l'objectivité, y compris parfois vis-à-vis de mes concurrents et même de mes adversaires politiques. Donc, moi je dis, je suis prêt aujourd'hui, disposé, pour que nous puissions nous donner les moyens de redresser notre pays, de remettre notre pays à flot. Je ne me ferme aucune porte, je ne m'interdis aucune négociation, à la seule réserve que je viens d'évoquer tantôt, c'est que je dirais à cette dynamique de mutualisation, l'un des critères sur lesquels je marque bout, c'est que nous choisissions une personne qui est caractérisée, en tout cas, dont le parcours est caractérisé par la constance. Les bifurcations en politique font beaucoup de mal dans ce pays. Et moi, je suis pour la constance. On ne peut pas dire une chose lundi, une autre mardi, on va faire ceci, on ne va pas faire ceci. Moi, je ne suis pas de ceux qui contrebalancent leurs militants à gauche, à droite, dans des changements tout le temps de décision, d'orientation. Non. Je pense qu'il faut bien mûrir les choses et bien les faire. Vous avez longuement, on va revenir sur vos projets parce que j'ai l'impression que vous évitez des questions qui ne portent pas, la polémique et autres. Vous avez parlé longuement des réalisations dans le Nyon-Ekele, votre Nyon-Ekele natal, mais ailleurs alors, il y a quoi? Vous avez fait quoi? Eh bien, c'est ce qui justement me caractérise. Tout à l'heure, vous avez évoqué le caractère tardif du meeting de remerciement que nous avons organisé à Ezeka. Mais c'est bien parce que nous incarnons véritablement la mission constitutionnelle de député de la nation. Bon, vous mettez tout cela en perspective avec l'ambition présidentielle. Vous savez, il n'y a pas longtemps, vous m'avez certainement vu à Menganga en train de faire un don de machines à coudre à des jeunes Camerounaises que nous avons mises en formation depuis un peu plus d'1 an. Ça, c'est le député de la nation. Vous n'avez certainement pas oublié lorsque j'ai porté
la cause de la forêt des Baux, et il y a d'ailleurs une suite derrière. Ça, c'est le député de la nation. Lorsque j'ai porté la cause de l'école de mine dans la Damawa, c'est encore le député de la nation. Lorsque je suis allé à Maga porter la cause de l'usine de poissons, dont offert, je crois, par la Corée ou le Japon, et qui a été complètement oublié par le gouvernement du Cameroun, là encore, je suis le député de la nation. Mais il n'y a pas que Cabral Libye, justement, qui fait des actions. C'est vrai qu'à l'entame de notre échange, vous avez insisté sur l'Union Équeré. Là, j'insiste sur d'autres choses que nous avons faites ailleurs. Mais faites un tour dans la Sanaga maritime. On vous dira ce que fait l'honorable Biba. Que ce soit des centres de formation, que ce soit la remise à niveau des plateaux techniques des hôpitaux, que ce soit l'accompagnement social, l'électrification. Et lui, il est le seul député PCRN de la Sanaga maritime, François Biba. Tout le monde se demande comment il fait. C'est des sacrifices qu'il fait pour les populations et je suis fier. Allez du côté de Vouri-Est. Regardez le nombre de jeunes que l'honorable Nouran Foutsing a mis en formation. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu les dons qu'elle a fait, que ce soit à la communauté musulmane ou aux jeunes, en tout cas qui étaient en position de nécessité. Regardez tout ce qu'elle a pu mettre en œuvre au profit, mais j'insiste, sur la jeunesse, notamment avec les formations en agriculture et en pisciculture. Tout cela, c'est à mettre à l'actif de nos députés. Donc, moi je pense que véritablement aujourd'hui, et je peux le dire ici, sur votre plateau, le retour que moi j'ai, c'est que les Camerounais posent sur moi le regard de quelqu'un qui est à l'écoute de leurs préoccupations. Où que j'aille aujourd'hui dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous me témoignent leur adhésion, leur soutien, parce qu'ils saluent ma sollicitude et voient bien que je suis à leur écoute. Mais on n'a même pas parlé des maires. Cette mère. Monsieur Ernest Obama, et ça, je vous invite, vous et certains de vos collègues, vous, surtout vous, même si je sais qu'il peut vous arriver d'avoir des penchants biaïstes des fois, mais c'est votre droit. Le biaïsme, c'est pas de la politique, honorable Cabral Libye. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est une idéologie, c'est comme du pessisme dont vous parlez tout à l'heure. Oui, mais cette idéologie peut parfois vous frapper d'une cécité qui vous empêche de voir ce que feraient les adversaires de celui de qui vous construisez une idéologie. Non. C'est une idéologie, mais je garde ma neutralité, mon objectivité journalistique. Vraiment, rien à faire. Vous êtes bien défendu, je vous le concède. Mais j'essaie juste d'attirer votre attention. L'attention des médias globalement sur le travail des maires PCRN. Que cette commune. Aujourd'hui, les populations de cette commune que le PCRN a dirigée ces 5 dernières années sont presque unanimes à dire, on peut toujours, ce sont des humains, leur reprocher une ou deux choses. Mais lorsqu'on fait une étude comparative, d'ailleurs je l'ai fait il y a quelques jours où j'étais, lorsqu'on fait une étude comparative entre ce qu'il y a eu, que ce soit en Kondiok, aujourd'hui une ville dont les artères sont bitumées, dont les artères sont électrifiées. Il faut aujourd'hui aller à Massock-Son-Loulou. Kondiok, c'est le maire Lombard Serge. Si vous êtes docteur Lombard Serge, vous allez aujourd'hui sur le docteur Robert Batoum à Massock-Son-Loulou. Ça a fait sensation lorsqu'il a acheté des engins, au point qu'il était devenu le consultant des autres maires. Faites un tour aujourd'hui à Ngokmapoubi, faites un tour aujourd'hui à Messondo, on en a parlé tout à l'heure, faites un tour à Ezeka, et à chaque fois, faites simplement la comparaison. En Ngokmapoubi, c'est Madame Héroville, Madame Gochok, épouse Héroville, ou le maire Tchok Sylvain à Ezeka. Faites simplement des études comparatives. D'ailleurs, allez même à Menganga où nous n'avons, je crois que 5 ou 6 élus au sein du conseil municipal. J'y étais il n'y a pas longtemps et le retour que j'ai eu de toute la ville, c'est que ce sont ces quelques élus qui portent au mieux les préoccupations des populations. Donc, moi, je me réjouis et je rends grâce à Dieu pour cela, M. Ernest Obama. C'est que le PCRN, comme nous l'avons promis en 2020, travaille à vraiment inscrire son mandat sous le signe de l'épuisement au travail. Sous le signe de l'épuisement au travail. Vous savez, j'ai même dû intervenir à Menganga récemment, ça j'allais l'oublier, auprès des autorités judiciaires, simplement parce qu'on cherche maintenant des ennuis judiciaires au conseiller Ousmane Malpetel, qui est par ailleurs vice-président,
simplement parce qu'il a dénoncé au sein du conseil municipal des choses dont il avait été chargé par les populations. Donc moi je vous dis, M. Ernest Obama, que notre parti, au moment où nous allons à l'élection présidentielle, notre dynamique mérite la confiance des Camerounais. C'est par les faits, uniquement par les faits. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais vous dire quelque chose de bien simple. Quelles que soient les attaques dont nous pouvons être l'objet, quel que soit le découragement qu'on essaye d'instiller par un certain nombre de persécutions qu'on nous impose, on ne peut pas ne pas reconnaître le travail d'épuisement qui est fait du nord au sud, de l'est à l'ouest, par les cadres du PCRN, pour le maillage territorial, pour l'inscription des Camerounais sur les listes électorales, pour la diffusion de notre offre politique. On ne peut pas empêcher que le PCRN, avec ses 5 élus, a quand même de façon inédite obtenu à l'Assemblée nationale des amendements de la loi de finances, des milliers de pages, je l'ai dit tout à l'heure, que nous n'avions pu lire qu'en 24 heures, ou parfois même en moins de 24 heures. Tout ce travail d'épuisement, j'insiste sur ces mots, c'est parce que nous avons voulu montrer aux Camerounais ces 5 dernières années que nous étions dignes de leur confiance, que nous méritions leur confiance. Maintenant, c'est à eux de faire le travail comparatif et de décider. Il faut sortir de l'impuissance apprise. Parce que malheureusement, souvent j'invoque ce terme et les gens ne comprennent pas. Lorsque le citoyen s'auto-méprise et se dit que lui, il ne vaut rien, et que son action à lui ne vaut rien, ben le changement ne peut pas arriver. Et ça aussi, c'est un enseignement que j'ai tiré de l'expérience sénégalaise. C'est quand chaque citoyen intègre que l'acte que je vais poser en votant ou en surveillant le vote, mis ensemble avec les actions menées par les autres, c'est là qu'on dérivera sur le changement. Alors, on va évoquer d'autres questions. Vous parlerez par exemple de la candidature de Paul Biya, que l'archevêque de Douala juge pas réaliste. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais une ou deux questions économiques. C'est vrai qu'au cours de cette émission, on a voulu revenir sur les affaires beaucoup plus et parler un peu des réalisations du PCRN. Mais à partir du mois de mai, on aura une émission dédiée à l'élection présidentielle. Vous reviendrez. On ira secteur par secteur pour dire ce que vous comptez apporter. Mais aujourd'hui, permettez-moi de relayer une question qui est posée par Viviane Ndouabiolé, que vous devez connaître, elle est professeure d'université. Nous sommes sous ce programme avec le FMI, la situation économique n'est pas des plus fiables. Quelles sont les solutions du PCRN pour permettre au Cameroun de retrouver le chemin de la croissance et du développement? Nous l'avons évoqué tout à l'heure lorsque nous avons évoqué la question de la corruption. Parce que vous ne pouvez pas évoquer aujourd'hui au Cameroun la question du développement économique, de l'essor économique, sans embrayer par la voie de la corruption. Mais vous avez évoqué également le FMI. Alors, allons droit au but. Pour que le Cameroun retrouve le chemin de la croissance, il faut que nous fassions de l'industrialisation une obsession. Donc, en termes simples, de la transformation une obsession. Le maître mot du développement pour nous, c'est la transformation. C'est la clé du développement économique. Et nous, le développement, c'est ce que nous appelons dans le chapitre, le 11e chapitre, le transformateur industriel. Parce que figurez-vous que celui qui fait un champ de manioc et celui qui vend le bâton de manioc, vous faites une étude comparative, c'est toujours celui qui vend le bâton de manioc qui gagne le plus d'argent dans le commerce du manioc. C'est aussi simple que cela. Ça amène une révolution de notre système éducatif, ça amène une réorientation de la dépense publique qui doit donc être, notamment la dépense budgétaire, cette fois canalisée vers les investissements qui vont déboucher sur la transformation plutôt que par le fonctionnement. Voilà la clé, ce que je pourrais vous donner comme clé en quelques mots. Le transformateur industriel, et dans cet ouvrage, d'ailleurs, nous avons évoqué les secteurs prioritaires. Mais la question de la monnaie ne saurait être en reste, c'est-à-dire la question de la souveraineté. Et là encore, il faut, parce que derrière la question de la monnaie, il faut savoir que ce que vous devez retrouver, c'est la souveraineté de votre politique monétaire. Parce que vous devez toujours, si vous voulez retrouver le chemin de la croissance... Vous limitez la souveraineté monétaire, est-ce qu'elle peut également être politique à l'image des pays comme le Burkina Faso, les pays de l'AES? Mais évidemment, c'est le deuxième chapitre de notre ouvrage, le recouvrement de notre souveraineté. Vous avez cela ne vous a sans doute pas échappé.
Et nous revenons effectivement là-dessus sur les facteurs de souveraineté, peut-être que dans l'émission que vous avez évoquée. La présidentielle, on en parlera. Mais là encore, sur cette question, nous avons, dans cet ouvrage, évoqué la question de la binarisation, non pas forcément sous le prisme que nous qualifierions et que nous disons dans l'ouvrage de défaitiste, de celui qui a été pendant un certain temps votre consultant, mais nous disons que rien ne doit nous arrêter dans la perspective de recouvrement de notre souveraineté monétaire. Si nous n'arrivons pas à le faire collectivement avec les autres, nous serons obligés de nous affranchir et de retrouver le chemin de la souveraineté en adoptant une voie proche, par exemple, de celle de la Suisse ou de la Belgique. Parce que pour nous, il n'est pas question de quitter la CEMAC. La CEMAC, c'est trop important pour nous parce que c'est un marché. En revanche, nous n'hésiterions pas à sortir de l'UMAC, qui est l'union monétaire. Et pour que nous puissions, en fin de compte, laisser circuler le CFA sur notre territoire, c'est donc ça la forme de binarisation. À côté de notre monnaie, ça se fait en Suisse, en Suède, en Norvège et ailleurs, où vous pourriez faire entrer au Cameroun avec votre CFA, faire ce que vous voulez, acheter ce que vous voulez, mais vous seriez toujours remboursé en monnaie souveraine. Je viens d'évoquer là donc quelques pistes pour deux piliers qui pour nous sont fondamentalement importants. Quel est le regard que vous jetez sur le mandat actuel du président Biya qui est en train de s'achever? Est-ce que la candidature du président Biya à l'élection présidentielle à venir vous fait peur? Non, ce n'est pas une candidature qui fait peur à un candidat. Ce n'est pas la candidature d'un adversaire qui fait peur à un candidat lorsqu'on va à une élection présidentielle. Et je parle aujourd'hui, je pourrais dire d'autorité, parce que j'en ai déjà l'expérience. Je pourrais d'ailleurs moi-même me prévaloir de la force de l'expérience. Je crois qu'au sujet de cette candidature, vous savez, avant, lorsque quelqu'un a exercé le pouvoir, la trame de notre émission a été le bilan du parlementaire que je suis. Le bilan des parlementaires du PCRN. Si on fait une évaluation, on verra le temps que vous avez consacré à ça. Donc lorsqu'on a exercé le pouvoir et qu'on aspire à être réélu, la question n'est pas tant celle de la candidature, mais celle du bilan. Mais celle du bilan. Et le bilan du président Biya aujourd'hui, quel est-il? On dirait qu'il est mitigé. Le mot mitigé en français veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. On pourrait faire de mon choix choisi. Sur ce qui est, vous voulez qu'on commence par quoi? Ce qui est bon ou mauvais? Ce qui est bon. Bon. Quelque chose de bon. Moi, je vous parlerai par exemple des infrastructures. C'est quelque chose qu'on retiendra de bon. Certaines infrastructures. L'autre jour, pour ceux qui font le demi-tronçon d'autoroute Yaoundé-Bibodi, vous direz ce que vous voudrez. C'est quelque chose qu'on mettra à l'actif du président. À son actif. Revenons sur le sport. Moi, par exemple, l'idée, je l'ai même contesté au début, mais ça s'est fait. D'organiser la CAN. Tant mieux. Mais ces infrastructures, on les mettra bien à son actif. On peut avoir le débat sur leur achèvement et inachèvement. J'ai en maintes occasions abordé le sujet. Mais c'est vrai que c'est là. Et même, moi, je veux même vous étonner, en fait. Parce que pour que tout cela, le peu là, puisse être fait, il y a bien des gens qui ont travaillé à cela. On pourrait mettre ça à leur actif. Vous pourrez citer les ministres comme vous voulez, y compris même celui, je suis le premier souvent à le flageller, qui fait parfois couler beaucoup d'encre de salive, le secrétaire général de la présidence de la République. C'est bien lui qui dirigeait la task force. Et c'est bien lui qui était derrière le suivi de la construction des stades et autres. Ça, c'est des choses. Vous pouvez prendre l'affaire par le bout que vous voudrez, qui resteront certainement, parce qu'on verra les stades. On verra le demi-tronçon d'autoroute et peut-être même toute l'autoroute, puisque j'ai appris que l'autre suite va commencer. L'autre jour, je revenais d'une Tui. Je suis revenu par la Damawa, je suis passé par Tui, Yoko. Vous verrez bien qu'il y a une route là-bas. Mais, mettez ça sur la balance. Entre ce qui est... Mettez donc sur la balance ce qui est positif. D'un côté de la balance, ce qui est positif et qui restera. Et sur la balance, ce qui est négatif et qui restera également. Vous verrez de quel côté penche la balance. Et maintenant, passons donc à ce qui est négatif. À ce qui est négatif. Non, je prendrai juste vraiment 2 ou 3 exemples, comme je l'ai fait pour les points positifs. Pour qu'on ne dise pas... Vous savez, c'est d'ailleurs vous qui m'avez demandé de commencer par les points positifs.
L'électricité, tiens. On a parlé de l'économie tout à l'heure, j'aurais pu y revenir aussi lorsqu'elle a évoqué la question de l'énergie. Monsieur Ernest Obama, comment on fait dans un pays comme le Cameroun pour être privé d'énergie à tout bout de champ, à tout instant? Comment on peut parler d'émergence lorsqu'on est incapable de fournir les 5000 mégawatts? Comment on fait pour ne rester qu'avec des éléphants blancs qui ont englouti des milliards? Comment un barrage de 15 mégawatts fait-il pour coûter 55 milliards? Parce que tout le monde le sait. La production d'un mégawatt, c'est 1 milliard de francs CFA. Comment on fait? Tous ces éléphants blancs, derrière lesquels c'est des réseaux de corruption à n'en plus finir. C'est ça qui plonge. On a même atteint un niveau, M. Ernest Obama,